Fini les faux-semblants, les mines de Bongo et Wagma ne chantent plus pour d'autres. Elles sont désormais la propriété pleine et entière du Burkina Faso. Et qu'on soit clair, l'or qui en sort n'appartient ni à un voisin curieux, ni à un ancien partenaire stratégique. Il appartient au sol burkinabé, donc au peuple. Point final. Alors quand certains froncent les sourcils ou murmurent des reproches, on ne peut que leur répondre « Mêlez-vous de vos affaires ». Car ce qui se joue ici, ce n'est pas une courtoisie diplomatique, c'est une reconquête. Ibrahim Traoré n'a pas prononcé de longs discours, ni adressé de lettres fleuries. Il a simplement agi. En une seule décision tranchante, il a sabré un lien économique vieux de plusieurs décennies. Résultat. L'accès au précieux métal jaune pour la France en Afrique vient de prendre un coup dont elle ne se relèvera pas de sitôt. Pendant que l'Afrique creusait, la France encaissait. Silencieuse mais méthodique, elle a bâti une fortune en se servant dans les coffres souterrains de l'Ouest africain. Or, uranium, pétrole. Tout y passait. Mais voilà qu'un homme a décidé de changer le script. Ibrahim Traoré n'a pas seulement refermé le robinet doré, il a aussi brisé l'illusion, celle d'un pillage déguisé en coopération. Résultat. Paris s'agite, ses diplomates courent en rond, et la planète observe intriguée. Ce jeune capitaine, au look de révolutionnaire sorti d'un film, n'a pas lancé un débat, il a lancé une offensive. Une bataille géopolitique vient de s'ouvrir, et le premier tir, c'est lui qui l'a déclenché. Ce n'est plus une simple affaire d'économie, c'est le lever de rideau d'un continent prêt à réécrire son destin. Ce métal jaune, ce n'est pas juste une jolie pierre qui brille, c'est l'arme silencieuse des nations. L'or, c'est la colonne vertébrale des économies qui veulent rester debout quand tout vacille. Les grandes puissances le gardent précieusement comme un joker ultime, un filet de sécurité en cas de tempête monétaire. Il fait tourner les usines, rassure les marchés et surtout impose le respect. Et devinez qui trône fièrement sur l'un des plus gros tas du globe, la France, avec plus de 2400 tonnes planquées dans ses coffres. Mais voilà le twist, ce trésor, elle ne l'extrait pas chez elle. Son robinet, il coule depuis les terres africaines. Et sans des pays comme le Burkina Faso, sa fortune en lingots fondrait comme neige au soleil. Le Burkina Faso, ce n'est peut-être pas le pays dont on parle le plus, mais sous ses pieds se cache une richesse qui ferait pâlir bien des géants. En 2024, plus de 60 tonnes d'or ont été extraites de son sol, de quoi faire briller les yeux des banques centrales. Ce n'est pas une ressource, ici c'est une artère vitale. L'or, c'est l'oxygène de l'économie burkinabé, pompant près de 70% des revenus en devises. Et pourtant, pendant des années, pendant que le sol offrait des merveilles, le peuple, lui, n'en voyait que les miettes. La plus grosse part. Aspirée par des compagnies étrangères, repartie vers d'autres horizons. Une manne nationale qui, au lieu de construire des écoles, a gonflé les profits d'actionnaires bien loin de Ouagadougou. Autrefois, quand le drapeau tricolore flottait encore au-dessus du Burkina Faso, les ressources partaient en silence, mais en masse, l'or, le coton et bien d'autres richesses prenaient le chemin du nord. Et même quand le pays a officiellement gagné sa souveraineté en 1960, les chaînes, elles ne se sont jamais vraiment rompues. Elles ont simplement changé de forme, contrats léonins militaires bien installés et multinationales françaises, achetant à prix cassé ce que valait de l'or au sens propre. Résultat, des profits colossaux pour des géants comme Orano, pendant que le Burkina lui récupérait à peine les miettes, parfois moins du quart de la valeur réelle. Ce déséquilibre flagrant n'a pas duré sans réaction. Le peuple a fini par dire stop, ce qu'il réclamait, rien d'extravagant, juste que leur or serve à bâtir des écoles, soigner les malades et relier les villages par des routes solides. Leur rêve, que les trésors de leur terre restent enfin sur leur terre,
Ce que beaucoup pensaient impossible est devenu réel le jour où Ibrahim Traoré est sorti de l'ombre. Pas un politicien de carrière, encore moins un visage préparé pour les projecteurs. Juste un garçon né en 1998 dans une ville discrète, bercé par les promesses d'un Burkina Faso, meilleur mais coincé dans un système où l'injustice faisait la loi. Il n'a pas grandi dans les salons dorés, mais dans les rangs de l'armée, où il a forgé son esprit, sa force et sa ruse. Et en 2022, à tout juste 34 ans, sans tirer un coup, il s'est retrouvé à la tête du pays. Pas pour se remplir les poches, ni pour s'inscrire dans l'histoire par vanité. Non. Il a pris le pouvoir parce qu'il en avait assez. Assez de voir son peuple dépouillé. Il croyait fermement que le Burkina Faso pouvait enfin écrire sa propre destinée à condition de reprendre la clé de ses richesses. Pour Ibrahim Traoré, l'or n'est pas qu'une question de grammes ou de devises. Non, c'est bien plus que ça. Ce métal, c'est le reflet d'un combat ancien, celui de la souveraineté volée, de la dignité piétinée et d'une liberté trop longtemps mise sous tutelle étrangère. Alors, quand il a pris les rênes du pays, il n'a pas attendu les grandes cérémonies. Il est allé droit au peuple. Sur une place bouillonnante de Ouagadougou, il s'est levé droit, déterminé, et a lâché des mots simples comme des coups de tonnerre. L'or, c'est à nous. La terre, c'est à nous. L'avenir, c'est à nous. Pas besoin de longs discours. Ce jour-là, chaque phrase a frappé en plein cœur. Les jeunes ont hurlé leur espoir, les anciens ont hoché la tête en silence, et les mères ont senti une fierté nouvelle monter. Ce n'était plus un chef d'État, c'était une étincelle vivante. Une étincelle qui a mis le feu au rêve d'un peuple prêt à se tenir debout enfin. Chez Traoré, les promesses ne prennent pas la poussière. À peine installé aux commandes, il est passé à l'action. En 2024, il a récupéré 2 gigantesques mines d'or, autrefois exploitées par une firme britannique. Ces trous béants dans la terre, qui engraissaient Stein des comptes bancaires à Londres, sont désormais sous pavillon burkinabé. Un message clair finit de tendre la main, le pays avance seul. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a changé les règles du jeu pour les investisseurs étrangers. 15% de chaque mine doit revenir à l'État et les travailleurs locaux doivent être formés. Résultat. Plus d'argent pour la nation, plus de savoir pour le peuple. Et le coup de maître. La construction d'une raffinerie flambant neuve capable de traiter 150 tonnes par an. Avant, le précieux métal s'envolait brut et les profits avec. Aujourd'hui, il brille en lingots ici même sur le sol burkinabé. Fini les pertes invisibles, bienvenue aux gains concrets. Ce qu'on pensait n'être qu'un coup d'éclat n'était en réalité que l'échauffement. Traoré n'avait pas seulement une vision, il avait un plan. Et ce plan ne s'arrêtait pas à une usine flambant neuve, il voulait aller jusqu'au bout de la chaîne. Alors son gouvernement a passé au peigne fin toutes les entreprises étrangères, fouillant les entrailles du Burkina. Objectif, s'assurer qu'elles ne trichent pas, qu'elles paient ce qu'elles doivent et qu'elles respectent la terre qu'elles exploitent. Résultat, des recettes fiscales en hausse, des règles plus strictes et surtout un message clair, l'ère du pillage est terminée. Et puis, il y a eu ce jour historique. Le 20 mai 2025, Traoré lève haut dans les airs le tout premier lingot sorti de leur propre raffinerie. Pas importé, pas volé, pas exporté. Non fabriqué ici, chez eux. La foule exulte. Ce lingot, c'était plus qu'un bloc de métal précieux, c'était le symbole d'un pays qui se reprend en main. Et pour Traoré, ce n'était même pas la ligne d'arrivée, juste le départ. Le 6 juin 2025, le Burkina Faso a posé une nouvelle pierre sur le chemin de sa souveraineté. Une annonce tombée comme une bombe positive, la naissance d'une structure clé, la SOPAMIB, Société de participation minière du Burkina. Son rôle, piloter directement les mines détenues par l'État, mais surtout transformer chaque gramme extrait en investissement concret, des écoles qui ouvrent des hôpitaux, qui soignent des routes qui relient.
Un modèle malin, inspiré de ceux qui ont fait leurs preuves ailleurs, comme au Botswana, devenu prospère en gardant ses richesses chez lui. Mais Traoré ne s'est pas arrêté au symbole. Il vise grand, il vise juste reprendre aussi le contrôle total de la gigantesque mine de Pura, où des multinationales se frottent encore les mains. Objectif clair: fermer les vannes de l'avidité étrangère et faire en sorte que ce trésor serve d'abord aux Burkinabés. Pas un centime de plus ne doit s'évaporer sans retour. Et non, Traoré ne s'est pas contenté de nationaliser les grandes mines ou d'intimider les multinationales. Il a aussi pensé à ceux qu'on oublie toujours, les petits mineurs, les chercheurs d'or à la main nue, ceux qui creusent sous le soleil pour quelques pièces. Ces invisibles de l'économie, il les a mis au centre du jeu. Comment? En lançant une entreprise publique audacieuse, la Compagnie nationale des substances précieuses. Sa mission: racheter l'or artisanal directement aux travailleurs à un prix juste. Résultat: entre 2024 et début 2025, plus de 20 tonnes ont été collectées. Mais derrière les chiffres, il y a des visages, des enfants mieux nourris, des cahiers sur les bancs d'école, des toits solides à la place des tôles trouées. Ce geste en dit long sur le cœur de Traoré. Pour lui, l'or n'a de valeur que s'il sert à tous, et ce que nous voyons là, ce n'est qu'un avant-goût. Tandis que beaucoup se précipitent pour vendre leur or au plus offrant, Traoré a fait tout l'inverse. Son idée brillante et simple: garder l'or, garder le pouvoir. Au tout début de 2025, il lance un projet que peu de pays africains osent envisager: bâtir une réserve nationale d'or solide comme le roc. Fini le temps où tout partait à l'export, où l'on vendait ses richesses pour ensuite mendier des devises. Ce stock d'or conservé sur place n'est pas seulement un coffre-fort, c'est un levier pour se libérer de la dépendance au franc CFA, cette vieille laisse monétaire toujours tenue côté Paris. C'est un geste fort, un pari audacieux, un cri silencieux: le Burkina Faso ne veut plus être téléguidé. Il veut son propre moteur. Et cette fois, il est alimenté à l'or pur. À chaque décision, Traoré a resserré l'étreinte du Burkina Faso sur son propre or. Chaque réforme, chaque règle imposée, c'était un pas de plus pour reprendre ce que d'autres s'étaient approprié. Son message n'a pas eu besoin d'être crié, il a été forgé dans la loi. En reprenant les mines, en bâtissant une raffinerie nationale, il a fait savoir que le temps des cadeaux aux puissances étrangères, notamment à la France, était terminé. Ces choix forts, presque iconoclastes, n'étaient pas juste symboliques. Ils ont posé les fondations d'un avenir différent, un Burkina Faso qui ne joue plus les figurants dans le commerce mondial de l'or, mais qui commence à écrire son propre rôle. Traoré, sans costume 3 pièces, ni langue de bois, redessine le paysage économique et politique. Il ne promet pas un miracle, mais il tente une boussole, celle d'une indépendance réelle, visible et assumée. Le véritable séisme n'est pas venu d'un discours enflammé, ni d'un drapeau retiré. Non, il est arrivé quand Traoré a dit « stop ». Stop aux exportations d'or vers certaines firmes étrangères, et surtout vers celles à l'accent bien français. Officiellement, aucun pays n'a été nommé. Mais les réseaux sociaux, eux, n'ont pas mâché leurs mots, c'était un missile diplomatique envoyé directement à Paris. Et pourquoi cette riposte ? Parce que plusieurs entreprises avaient préféré ruser plutôt que de payer les nouvelles taxes imposées. Résultat, plus de 2 tonnes d'or bloquées net à la frontière. Un message limpide, ce n'était pas une alerte douce, c'était une démonstration de muscles, et dans les coulisses, la France, qui croyait encore tenir les ficelles, découvre qu'elle ne contrôle plus rien. L'or burkinabé, autrefois si accessible, vient de devenir introuvable. Et cette fois, ce n'est pas une crise passagère. C'est un changement de paradigme. À Paris, dans les couloirs feutrés de l'Élysée, un vent de panique a commencé à souffler. Et pour cause, le robinet à or burkinabé venait d'être fermé.
Emmanuel Macron, jusqu'ici persuadé que l'or africain resterait un flux tranquille vers les marchés français, a dû revoir ses calculs. Depuis des années, ce métal précieux alimentait discrètement l'économie hexagonale, boostait les marges, rassurait les actionnaires. Mais avec les réformes de Traoré, ce pactole n'était plus garanti. Les alarmes se sont déclenchées dès que les rapports sont tombés sur son bureau. Le Burkina change les règles du jeu. Résultat, réunion d'urgence à répétition, conseillers économiques et diplomatiques convoqués en catastrophe, ton glacial et mine crispée. Macron ne voyait plus le continent africain comme un partenaire docile, mais comme un volcan en réveil, et Traoré en était clairement l'épicentre. À Paris, on a vite compris que cette fois, ce n'était pas un simple coup de chaud diplomatique. Parce que autant on peut déguiser un retrait militaire en redéploiement stratégique, autant quand l'argent ne rentre plus, il n'y a plus d'écran de fumée possible. La coupure des revenus liés à l'or burkinabé a été un choc bien réel, bien brut, bien économique. Et dans les bureaux de l'Élysée, l'alarme a sonné fort. Les mines récupérées, les permis annulés, et surtout cette réserve d'or nationale que Traoré commence à bâtir, autant de signaux rouges pour les groupes français désormais privés d'un filon qu'ils croyaient inépuisable. Mais ce qui effraie le plus l'administration Macron, ce n'est pas la perte en elle-même. C'est la possibilité que d'autres pays africains s'en inspirent. Car si le Burkina ose, qui sera le prochain à couper le cordon? Déjà accrochée à un équilibre fragile, l'économie française vacille sous le poids d'une dette qui s'envole de manifestations à répétition et d'une inflation qui n'en finit pas de gronder. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un élément clé de cette stabilité artificielle se cache à des milliers de kilomètres, les ressources africaines. Alors quand le Burkina Faso ferme le robinet doré, c'est la bourse à Paris qui s'étouffe. Et le timing n'aurait pas pu être pire. En 2025, le prix de l'or explose de plus de 25%, dépassant les 2400 $ l'once dans une atmosphère mondiale sous haute tension. Pour la France, perdre l'accès à cet or, c'est comme voir son dernier gilet de sauvetage couler dans une mer agitée. Officiellement, Macron a gardé son calme. Officieusement, c'est une autre histoire. Derrière les micros et les sourires tendus, la colère affleure. Les décisions du Burkina sur l'or ont fait grincer des dents à l'Élysée, provoquant un malaise diplomatique que même les communiqués bien polis n'ont pu masquer. Devant les caméras, Emmanuel Macron a sorti la carte du manque de gratitude. Selon lui, les chefs d'État africains, Traoré en tête, auraient oublié tout ce que la France a offert, notamment cette fameuse aide militaire en 2023 offerte avec tant de générosité. Mais Traoré n'a pas laissé passer. Pour lui, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il a répondu sans détour, si la France est riche aujourd'hui, c'est grâce aux ressources qu'elle a pompées du continent africain. Et voilà le ton qui monte, la diplomatie qui déraille, et deux visions du passé qui s'entrechoquent violemment. Ce n'est pas qu'un simple désaccord diplomatique. C'est un véritable face-à-face de visions et d'ego. D'un côté, Macron tente de défendre la mainmise historique de la France sur le continent d'une posture mondiale qu'il croit indiscutable. De l'autre, Traoré incarne le rêve africain, autonomie, contrôle et souveraineté retrouvée. À Paris, la critique ne tarde pas, les partis d'opposition dénoncent un président qui s'isole, qui effraie même ses alliés traditionnels dans le Sahel. Les patrons, eux, tracent des scénarios cauchemardesques, imaginant les milliards perdus si les contrats miniers s'évaporent. Au final, cet échange n'est pas seulement politique. Il révèle un choc de philosophie, un tiraillement entre le monde ancien et l'audace nouvelle, et montre à quel point un seul jeune dirigeant peut secouer un ordre établi depuis des décennies.
Face à la tempête, Emmanuel Macron a tenté une manœuvre classique, resserrer les rangs ailleurs. Il s'est tourné vers d'autres capitales africaines comme Abidjan, où la présence militaire française reste bien ancrée, espérant sauver ce qu'il reste d'influence. Mais la réalité est plus brutale. Le feu allumé par Traoré continue de se propager. Les discours souverainistes gagnent du terrain. Les foules applaudissent l'idée d'une Afrique libérée du grand frère européen. Alors oui, la diplomatie française bouge, s'agite, multiplie les poignées de main. Mais derrière les sourires forcés, un constat s'impose. Paris ne fait plus rêver. Ce que Macron affronte, ce n'est pas seulement un froid avec Ouagadougou, c'est une crise d'identité continentale. L'Afrique de l'Ouest ne remet pas en cause la France par rancune, mais parce qu'elle n'a plus besoin d'elle. Pendant plus d'un demi-siècle, la France a su garder la main sans trop se salir. Pas besoin de drapeaux plantés ni d'armées d'occupation, le pouvoir venait du charme de l'argent et des bases militaires amicales. Ce cocktail de soft power, d'accords économiques et d'influences politiques a longtemps tenu l'Afrique francophone sous un couvercle bien poli. Mais aujourd'hui, ce couvercle saute, et avec lui, tout un système que Paris croyait éternel. Le vrai défi pour Macron n'est plus de répondre à Traoré. C'est de comprendre comment parler à un continent qui refuse désormais d'être dirigé. Car ce qui s'effrite sous nos yeux, ce n'est pas qu'un désaccord commercial sur l'or, c'est la chute silencieuse de la France-Afrique, cet empire informel tissé depuis les années 1960 où les liens économiques servaient de chaîne dorée. Ce que Traoré incarne dépasse son propre nom, c'est la fin d'une ère. Là où jadis régnaient les compromis et les demi-mesures, se lève une nouvelle vague de dirigeants africains, plus directs, plus conscients et surtout moins disposés à plier. Pendant que cette génération assume pleinement la richesse enfouie sous ses terres à Paris, les murs de l'Élysée se resserrent. Des proches du pouvoir décrivent un Macron déstabilisé, acculé, presque désarmé. L'image du jeune président français, jadis salué comme le visage du renouveau, s'effrite face à un homme de 37 ans, à la détermination brute, Ibrahim Traoré. Là où Macron parle diplomatie et partenariat, Traoré agit, tranche et inspire. Un simple capitaine sans costume ni protocole vient de voler la vedette à celui qui voulait moderniser l'Afrique. Ironique, non. Le révolutionnaire n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas juste une suspension d'exportation, c'est une rupture historique. En quelques mois, Traoré a fait ce que personne n'avait osé depuis l'indépendance, fermer le robinet doré vers Paris et briser un système bâti pendant des décennies. La France privée de son précieux or burkinabé découvre soudain la fragilité de son héritage africain. Mais Traoré, lui, ne s'est pas arrêté à la rébellion. Il sait qu'un pays isolé ne prospère pas. Alors, au lieu de tendre la main aux anciens maîtres, il cherche de vrais partenaires, ceux qui offrent une coopération sans laisse ni collier. Une nouvelle diplomatie se dessine, moins de dépendance, plus de dignité. Le 18 mai 2025, Ouagadougou devient le théâtre d'une scène que personne n'aurait imaginée il y a encore quelques années. Ibrahim Traoré accueille des représentants russes en plein cœur du Burkina. Fini les promesses creuses, place aux propositions concrètes, machines flambant neuves, financement solide et surtout un savoir-faire minier prêt à être partagé. Quelques semaines plus tard, le 11 juin, un accord est signé. Une entreprise russe s'engage à fournir des équipements modernes, à former des travailleurs locaux et à booster la production d'or national. Résultat, des emplois, des bénéfices et un symbole puissant, le Burkina Faso ne tend plus la main. Il serre la sienne avec assurance. Une victoire diplomatique éclatante, une preuve que le pays ne subit plus le jeu mondial, il y participe. Et soudain, le vent a tourné encore une fois. Car Moscou
n'était pas seul à frapper à la porte de Ouagadougou. Le 9 juin 2025, une délégation chinoise débarque avec un plan aussi ambitieux que pragmatique, construire des routes et une centrale électrique d'1 milliard de dollars en échange d'une part du précieux or burkinabé. Des routes pour relier les villages oubliés aux grandes villes, une centrale pour illuminer les foyers et faire tourner les machines locales, un projet qui respire le concret. Mais surtout, un détail fait toute la différence, ni Pékin ni Moscou n'ont un passé colonial au Burkina Faso. Pas de chaînes invisibles, pas de condescendance diplomatique, juste du donnant-donnant. Ces nouveaux accords marquent l'éclanescence d'un Burkina maître de ses alliances, choisissant ses partenaires selon ses rêves et non selon son passé. Ce qui se joue ici dépasse de loin Ouagadougou ou Paris. La décision de Traoré n'est pas une querelle entre deux nations, c'est un séisme global. En fermant le robinet de l'or, il n'a pas seulement défié la France, il a ouvert la voie à une vague d'émancipation africaine, un continent qui exige enfin la main sur ses propres trésors. Et ce geste simple mais historique a résonné jusqu'aux capitales du monde. De Moscou à Washington, les stratèges s'agitent, les marchés vacillent, les diplomates observent un nouvel ordre naître sous leurs yeux. Car ce que Traoré a enclenché n'est pas un incident. C'est le début d'un rééquilibrage planétaire. Le 19 mai 2025, une onde de choc parcourt le Sahel. À Bamako, le colonel Assimi Goïta prend la parole et annonce fièrement le Mali suivra la voie ouverte par Traoré. Fini le temps de la dépendance, place à l'autonomie. Le pays compte renforcer la gestion de ses mines d'or, s'inspirant directement du modèle burkinabé. Et déjà, le Niger observe la scène de près, prêt à rejoindre le mouvement. Ce n'est plus seulement une idée, c'est une contagion politique, l'Afrique de l'Ouest se réveille, redessine ses alliances et reprend le contrôle de ce que le monde lui a si longtemps pris. Traoré n'a pas lancé une simple réforme, il a déclenché une révolution régionale. À force d'observer ses voisins se libérer, le Niger a décidé qu'il était temps d'entrer dans le jeu. Inspiré par la stratégie audacieuse de Traoré-Niamey, commence à parler ouvertement de réformer son secteur minier. Certes, le pays n'en est pas encore au niveau du Burkina Faso ou du Mali, mais la volonté est là assumée, publique et contagieuse. Les autorités nigériennes ont déjà engagé des discussions avec plusieurs partenaires étrangers pour renégocier les vieux contrats d'exploitation longtemps déséquilibrés au profit de puissances extérieures. Le but est clair, que chaque gramme d'or, chaque tonne d'uranium profite enfin au peuple nigérien. Ce mouvement né au cœur du Sahel prend des allures de révolution idéologique. Les nations africaines ne veulent pas plus être exploitées, mais partenaires. Et peu à peu, une idée autrefois impensable devient réalité. L'Afrique du Sahel reprend la main sur ses richesses. Sous nos yeux, l'Afrique de l'Ouest change de visage à une vitesse vertigineuse. Les vieilles puissances coloniales, et surtout la France, voient leur certitude s'effondrer, pas seulement sur le plan économique, mais aussi dans le domaine du prestige et de l'influence. Ce que le Burkina Faso a lancé n'est plus une simple exception, c'est l'étincelle d'un incendie continental. Un souffle nouveau parcourt le Sahel et les côtes atlantiques, un vent porté par une jeunesse fatiguée d'attendre avide d'équité de souveraineté et d'une Afrique qui s'appartient enfin. Pendant ce temps, les grandes institutions mondiales retiennent leur souffle. Les cartes diplomatiques se redessinent. Les alliances du Sud se multiplient. Les coopérations se renversent. Et des puissances comme la Russie, la Chine ou la Turquie s'engouffrent dans la brèche avec leurs offres sans chaîne. Ce basculement marque la fin d'une ère, celle du monde post-colonial. Et dans ce chaos fécond, une nouvelle diplomatie africaine voit le jour, plus audacieuse, plus libre, et surtout, décidée à ne plus jamais plier.
Le 5 juin 2025, le Burkina Faso franchit une nouvelle étape, un plan ambitieux pour reprendre le contrôle total de ses mines d'or et d'uranium voit le jour. Fini les concessions à sens unique, place à la souveraineté minière. Et ce tournant n'est pas passé inaperçu. Partout sur le continent, les regards se tournent vers Ouagadougou. Des nations comme le Ghana ou le Zimbabwe, longtemps piégées dans les mêmes contrats désavantageux, commencent à tenir le même discours « Gardons notre or chez nous ». Ce n'est plus seulement un slogan, c'est une contagion d'indépendance. Ce que Traoré a enclenché dépasse les frontières, il a transformé le Burkina Faso en boussole pour une Afrique qui refuse de se vendre. De Dakar jusqu'à Nairobi, les regards des jeunes Africains se tournent vers un nom Traoré. Pour eux, il incarne la preuve que la puissance du continent ne réside pas dans ses dépendances, mais dans sa capacité à dire non. En refusant de brader ses ressources, il a ouvert une brèche, celle d'une Afrique qui choisit enfin pour elle-même. Dans cette même logique, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont scellé une union historique, l'Alliance des États du Sahel. Plus qu'un pacte politique, c'est une fraternité née du sable et du courage, une promesse d'entraide, d'idées partagées et d'un avenir bâti ensemble. Unie cette alliance, rêve d'une Afrique où chaque nation tire de son sol non pas la pauvreté, mais la dignité et la prospérité. Ce qui se passe à Ouagadougou ne reste plus en Afrique. Les réformes de Traoré ont franchi les frontières comme une onde de choc. Son audace a fait du Burkina Faso bien plus qu'un pays, un symbole. Du Brésil à l'Indonésie, des gouvernements s'interrogent. Et si nous faisions pareil, car ce petit État sahélien vient de rappeler au monde une vérité oubliée, qu'un peuple maître de ses ressources est un peuple maître de son destin. Aujourd'hui, le Burkina n'inspire pas seulement l'Afrique, il réveille des continents entiers, décidés à reprendre le contrôle de leurs richesses et à écrire leur propre récit. Les nouveaux partenariats entre le Burkina Faso, la Russie et la Chine ont bouleversé les codes du jeu mondial. Pour la première fois, un petit État ose négocier d'égal à égal avec des géants, non pas en suppliant, mais en choisissant. Le message est clair, le temps des tutelles est révolu. En 2025, pendant que le monde entier s'arrachait l'or à plus de 2400 $, l'once Ouagadougou, elle gardait le sien, le raffinait, le transformait et devenait un acteur que Wall Street devait désormais écouter. Les entreprises de haute technologie, les bijoutiers, les marchés financiers, tous ont tourné leurs yeux vers cette nation sahélienne qu'on croyait périphérique. En gardant son or, le Burkina Faso n'a pas seulement gagné en richesse, il a donné une leçon au monde. La vraie puissance, c'est de refuser de tout vendre. À Paris, l'heure n'était plus à la nostalgie, mais à la panique feutrée. La perte de l'or burkinabé a sonné comme une alarme dans les couloirs du pouvoir. Privée de ce précieux métal, la France devait soudain apprendre à vivre sans ses anciennes colonies nourricières. Le dilemme était clair, se réinventer ou décliner. Dans les bureaux de l'Élysée, les stratèges ont sorti les cartes du continent, cherchant frénétiquement de nouveaux alliés, de nouveaux terrains à conquérir ou à amadouer. Mais une chose était désormais certaine, les nations africaines de ne se laisser plus dicter la marche à suivre. L'époque où Paris tirait les ficelles depuis l'ombre touche à sa fin, et cette fois, c'est l'Afrique qui écrit le scénario. Mais à des milliers de kilomètres de là, une autre puissance commençait à s'agiter, les États-Unis. Le 28 mai 2025, le général Michael Langley, patron du commandement américain pour l'Afrique, a tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, les réformes trop audacieuses du Burkina Faso pourraient plonger toute la région dans l'instabilité. Et comme toujours, Washington a trouvé son récit favori. Traoré ne pense pas au peuple, il pense à son pouvoir. Une déclaration reprise en boucle par les médias occidentaux, mais immédiatement tournée en dérision par les partisans du capitaine qui y voient une énième leçon de morale Made in USA.
En réalité, ce que redoute l'Amérique, ce n'est pas l'échec de Traoré, c'est sa réussite. Car si le Burkina parvient à se relever seul, d'autres nations pourraient suivre, et cela dans les couloirs du Pentagone, c'est bien plus effrayant qu'un groupe armé. Ce n'est plus une rumeur. L'Afrique se réveille. Les gestes de Traoré ont allumé une flamme que rien ne semble pouvoir éteindre. Le 4 juin 2025, les réseaux sociaux se sont embrasés des millions de jeunes, du Cap au Caire, appellent à la révolution de l'or, un cri pour que les richesses du continent restent enfin entre ses mains. Pour eux, Traoré n'est pas juste un chef d'État, c'est un symbole, un homme qui ose là où d'autres plient. Mais derrière cet élan, une question brûle encore, peut-on libérer un peuple sans déclencher la tempête ? Le capitaine n'a pas encore gagné la guerre, mais une chose est sûre, il a déjà changé l'histoire. Aujourd'hui, le Burkina Faso récolte les fruits de son courage. De nouvelles écoles ouvrent leurs portes où les enfants apprennent à rêver grand. Des hôpitaux soignent ceux qu'on avait oubliés. Et des routes toutes neuves relient les villages, tissant une nation plus unie que jamais. Grâce à sa raffinerie d'or, le pays ne laisse plus filer sa richesse, et avec ses nouveaux alliés, il construit bien plus qu'une économie, il bâtit une fierté. Ce projet dépasse les frontières, il porte en lui le souffle d'une Afrique debout, libre et confiante. Chaque pas du Burkina Faso résonne comme une promesse pour tout un continent. Des millions de regards du Sahel jusqu'à l'Atlantique suivent Traoré et se disent « Si lui l'a fait, pourquoi pas nous ?» L'avenir n'est plus un mirage. Il brille déjà doré, éclatant africain. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré ne dirige pas seulement un pays, il incarne un réveil. Un héros pour les siens, une étoile montante pour un continent longtemps endormi sous les chaînes du doute. Ces paroles traversent les frontières, résonnent dans les écoles, les universités et jusque dans les téléphones des jeunes Africains connectés au monde. Ce qu'il a fait beaucoup, n'y croyaient plus. Mais Traoré a prouvé qu'un homme armé de courage et d'une vision claire pouvait bousculer des décennies de dépendance et redonner de la fierté à tout un peuple. Pour la jeunesse africaine, il n'est pas seulement un président, il est le visage d'une génération qui ose regarder l'ordre mondial droit dans les yeux et dire « Nous ne serons plus spectateurs de notre propre histoire ». L'époque où les présidents africains obéissaient en silence aux vieilles puissances coloniales est terminée. À présent, surgit une nouvelle génération de dirigeants, des soldats devenus visionnaires, forgés dans la poussière des casernes, et animés par une seule obsession, rendre au peuple ce qui lui appartient. Traoré est l'un d'eux. Et son geste audacieux couper le robinet de l'or vers Paris a fait vaciller un empire habitué à commander, non à négocier. Pour la France, c'est plus qu'un revers économique, c'est une perte d'influence, une gifle diplomatique et une alerte historique. Son pouvoir sur le continent n'a jamais reposé uniquement sur des mots polis ou des poignées de main, mais sur le contrôle des ressources vitales. Or voilà que le Burkina Faso, joyau minier de son échiquier africain, lui échappe. Un pays s'émancipe, et tout un système commence à se fissurer. Si Emmanuel Macron choisit la voie de la contrainte, sanction, manipulation de l'ombre ou coup bas diplomatique, il risque de tendre la corde autour de son propre cou. Car aujourd'hui, les peuples africains ne sont plus spectateurs. Ils regardent, ils jugent et ils se souviennent. Toute manœuvre punitive contre un État souverain, tout geste perçu comme une vengeance coloniale, ne ferait qu'attiser la colère. Au lieu d'éteindre la révolte, la France nourrirait les braises du ressentiment. Et dans chaque capitale d'Afrique de l'Ouest, le murmure grandirait. Il est temps d'en finir avec l'ombre française. Le paradoxe est cruel. Plus Paris essaie de préserver son influence, plus celle-ci
s'effrite entre ses doigts. La question est désormais claire. La France osera-t-elle changer ou s'enchaînera-t-elle à son passé? Acceptera-t-elle enfin un partenariat d'égal à égal, où les nations africaines décident librement du destin de leurs richesses, de leurs économies et de leur peuple? Ou bien préférera-t-elle s'agripper à ce qu'il reste de son influence, comme un empire refusant d'admettre sa chute? Si Emmanuel Macron espère encore préserver la voix de la France en Afrique, il devra renoncer à l'illusion du contrôle. Le vrai changement ne viendra pas des discours ni des promesses, mais d'une transformation en profondeur économique, politique et morale. Reconnaître les blessures du passé colonial, affronter la vérité sans détour, et laisser les dirigeants africains écrire leur propre chapitre. Car, tant que Paris parlera au lieu d'écouter l'Afrique, elle avancera sans attendre. La flamme que Traoré a allumée ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle parcourt déjà tout le continent, bousculant les palais et réveillant les consciences. D'un bout à l'autre de l'Afrique, les dirigeants observent certains avec prudence, craignant pour leurs privilèges, d'autres discrètement admirent le courage du capitaine. Mais la vraie révolution ne vient pas d'en haut, elle naît dans les rues poussiéreuses, dans les universités, dans les cœurs des jeunes. Une génération qui n'a jamais connu la colonisation directe, mais qui refuse d'en vivre les conséquences. Pour eux, l'indépendance ne se mesure plus à un drapeau, mais à la maîtrise de leurs ressources, de leurs idées et de leurs alliances. Ce que fait le Burkina Faso n'est pas un simple acte national, c'est le reflet d'une Afrique entière qui se redresse, fière, déterminée à ne plus être le terrain de jeu des autres. L'heure n'est plus à la survie. L'Afrique veut exister, choisir et briller comme une puissance. Ce qui au départ semblait n'être qu'un geste politique audacieux s'est transformé en un signal historique, celui d'un continent qui se lève. L'arrêt de l'or n'est plus seulement une mesure économique, c'est un cri, un acte de rupture. Le début d'un chapitre où l'Afrique ne joue plus un rôle secondaire. Ibrahim Traoré a tracé une ligne claire dans le sable, d'un côté le passé soumis, de l'autre un futur à conquérir. Et maintenant, le monde retient son souffle. Qui osera franchir cette ligne à ses côtés? Alors à vous de jouer Traoré, héros visionnaire ou joueur téméraire. Macron stratège dépassé ou leader capable de se réinventer. Dites-le dans les commentaires. Le débat est ouvert et votre voix compte. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir les récits qui changent la manière dont nous voyons le monde. Parce qu'ici, chaque histoire révèle le pouvoir de ceux qui osent.